à Edgar Morin, merci à Skassassen, qui ont fait l'effort de venir, d'être présents. Là, les deux avaient des motifs de ne pas pouvoir venir. C'était très compliqué et ils ont tenu à venir parce que c'était Paris, parce que c'était l'hôtel de ville, parce que ces attaques contre une ville qui porte la liberté avec ses contradictions, mais qui l'a au cœur. Et vraiment, merci à vous tous qui avez fait l'effort de venir aujourd'hui. Ce forum, nous l'avons maintenu comme un acte de résistance, parce que penser, c'est résister. Pour clôturer, on a deux sociologues. Et dans ce processus de pensée, c'est intéressant parce que dans toutes les sciences, sociologie, c'est un concept métis, puisqu'il associe du latin et du grec, ce qui se fait absolument pas normalement dans les sciences honorables. Et donc, le penser la société, c'est accepter la différence, c'est accepter le mouvement. Et c'est ce qu'on va faire ensemble autour de la ville, de cette mutation de la ville, des espaces, du territoire, de la relation entre la ville et la campagne. C'est important. La ville, c'est pas un espace monolithique. Les problèmes de gouvernance, de propriété, d'appropriation, de citoyenneté, comment on construit la citoyenneté. Et c'est pour ça que de manière dynamique, Jean-Louis Missika s'est associé à nous parce que lui, il porte la parole. C'est les citoyens élisent. Donc, quand on élit ses représentants, c'est quelque chose d'important. Mais avant d'élire ses représentants, on fait l'élection de son domicile. Et que le fondement de la démocratie, ça a à voir avec la ville, avec le territoire. On commence par élire domicile avant d'élire ses représentants. Donc la ville est au cœur de l'invention de la démocratie. Alors, pour commencer, je vais tout de suite me tourner vers Edgar, parce qu'on a parlé de résistance. Lui, dans cette table, c'est quelqu'un qui a résisté, qui a connu le totalitarisme nazi, qui a connu le totalitarisme communiste, qui connaît ce totalitarisme qui nous attaque. Mais lui, il a une pratique de la résistance et rien n'est jamais perdu. Oui, par rapport à mes souvenirs sur la résistance urbaine, que j'ai pratiqué à Paris, justement, sous l'occupation allemande, je dois distinguer, si vous voulez, la ville et au noyau de la ville, ce qu'on peut appeler la cité, c'est-à-dire tout ce qui est administratif, politique, voire religieux, et de cité vient le nom de citoyen, et puis il y a l'agglomération. Alors, ce que je peux dire, c'est que la ville, nous qui étions résistants, c'est surtout l'agglomération qui était favorable à la clandestinité. Par exemple, la direction clandestine du Parti communiste avec Jacques Duclos et Frachon était dans une villa de banlieue pendant les 4 années de l'occupation où ils n'ont jamais été arrêtés. Parce que c'est l'agglomération, c'est la dispersion, c'est l'absence de lien. Bon, nous étions en ville, mais moi, il y avait beaucoup de rendez-vous qu'on prenait en banlieue pour être sûr de ne pas être suivi, etc. Alors, bon, la ville aussi est favorable aux clandestins qui peuvent se cacher, mais moins que l'agglomération. Et donc, la ville aussi était un lieu d'activité et de résistance, parce qu'on pouvait loger en banlieue, mais faire des rendez-vous, mais les actions dures, on les faisait dans la ville. Voilà, ce que je crois aujourd'hui, c'est que le problème, c'est celui du lien. C'est-à-dire, le propre de l'agglomération, c'est que les liens sont distendus et que, dans le fond, plus il y a de liens entre citoyens, plus il y a des capacités pour la ville de répondre aux attaques de clandestins, aujourd'hui totalitaires, de Daesh. Par exemple, il est certain que nous sommes dans un processus de déshumanisation de villes, c'est-à-dire de désolidarisation.
Fort heureusement, nous voyons à l'occasion des événements de la semaine dernière qu'il y a des poussées de solidarité qui se réveillent, parce que chacun en soi la pulsion, mais qui est endormie. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une civilisation, une société qui privilégie l'individualisme, l'intérêt, le calcul, la chronométrie, toutes ces choses-là. Il y a une tendance à la déshumanisation de la ville. Et contre cette déshumanisation, bien entendu, il y a des oasis de résistance, certains quartiers. Et c'est aussi, si on pense aux événements, c'est les quartiers qui ont été visés par les attaques, c'est justement un quartier oasis dans cette région du 11e arrondissement, ou bien un stade, c'est un lieu de communauté, de fraternité. Donc, il est certain que nous avons besoin de développer la solidarité. Et du reste, moi, j'ai toujours souhaité depuis des années que dans les quartiers, il y ait des maisons de la solidarité qui viennent traiter des solitudes, des malheurs, des désespoirs que ni le SAMU ni les autres associations peuvent traiter. Je suis avec Max, partisan depuis longtemps d'un service civique, parce que je pense que obligatoire et que je pense que le service civique est un apprentissage de solidarité, surtout pour les jeunes qui sont atomisés, rejetés, déjetés, depuis la disparition du service militaire, qui est un lieu de rencontre et de mélange. Et il est certain que le service civique est une chose importante. Bref, en dehors de ce qu'une police peut et doit faire pour infiltrer des milieux clandestins, il y a ce qu'une population citoyenne urbaine peut faire, et ce qu'elle peut faire de mieux, c'est le lien de la solidarité et de la fraternité. Et nous devons du même coup résister à la déshumanisation des villes. Donc il y a un problème assez profond de civilisation, et nous voyons justement dans notre pays l'aspiration à une autre vie plus solidaire, plus fraternelle, plus écologique, etc. Donc c'est en favorisant tout ce qui est réhumanisation que nous allons pouvoir apporter une résistance vitale aux forces de mort qui nous menacent. Merci Edgar. Je me tourne vers Saskia. Dans son action de résistance, Edgar a décrit deux quartiers dans la métropole, finalement la cité, l'agglomération, le centre, la périphérie. Il y a une réflexion sur le sentiment d'appartenance des citoyens de là où ils vivent, comment ils s'approprient, qui est propriétaire de la ville, tout ça c'est des questions qui sont au cœur de la résistance qu'on peut apporter. Oui, alors j'ai bien aimé ce que vous avez dit avec tellement de passion aussi, hein, ça c'est très bien. Moi je trouve qu'aujourd'hui, peut-être plus que dans le passé, l'espace de la grande ville devient un espace stratégique. Quand je me demande où est la frontière aujourd'hui, la frontière que dans past centuries, dans le passé, était à le bord, à l'edge, ça n'existe plus. Nous avons seulement un espace où il y a vraiment la frontière. Et pour moi, la frontière, c'est un espace où des acteurs de mondes très divers ont l'occasion, l'opportunité d'avoir un encounter. Vous comprenez, c'est latin ou grec, non, n'est-ce pas? Alors, un encounter. Comment on dit ça en français? Rencontre. Rencontre. Un rencontre pour lequel il n'y a pas de règles établies. Alors, c'est ça l'espace frontière. Alors, dans le passé, c'était en dehors, au bout du monde civilisé, on disait. Aujourd'hui, c'est dans notre ville. Alors, ça veut dire que l'espace de ville est aussi un espace où ceux sans pouvoir peuvent faire une histoire, une économie, une politique. Ils peuvent aussi confronter le pouvoir, un pouvoir qu'aujourd'hui devient plus et plus immatériel, mais qu'encore à un moment où il devient de gens, de femmes et des hommes qui le veulent tout, and they get it all.
Alors ça fait réalité matérielle, disons, et ils peuvent dire, comme dit dans Amérique latine, le pauvre, estamos presentes. On est là. On ne vous demande rien, pouvoir. Mais on vous dit que ça, c'est aussi notre ville, n'est-ce pas? Alors pour moi, c'est une espèce de tragédie, grande tragédie qui se passe maintenant dans les grandes villes spécialement. C'est un projet de recherche que je fais sur les 100 villes qui sont le plus fort objet de désir de grands investisseurs. Alors, ça va vraiment déurbaniser l'espace urbain. Ça peut produire plus de densité, plus de bâtiments très hauts. Ça ne veut pas dire que ça, c'est urbain. Il ne faut pas penser, comme vous l'avez bien dit aussi dans votre langage, que la densité fait ville. Non, il y a beaucoup de densité aujourd'hui qui ne fait pas ville. C'est l'opposé. Ce sont des espaces qui déurbanisent, qui privatisent, qui éliminent de tissus urbains, petites rues, petites piazzas, etc., etc. Alors, pour moi, il y a une espèce de zone de combat. Il faut vraiment faire résistance. C'est très difficile. Maintenant, on perd la bataille, je dirais. Il faut faire résistance à ces grands développements. Alors, une ville comme Londres, une ville comme New York, ils sont vraiment des cas extrêmes. Mais vous savez que vous, à Paris aussi, hein, Paris est vraiment un objet de désir, un object of desire. Hein. Pour de grands capitaux étrangers, vous êtes numéro 3, je crois. Alors, c'est alarmant. Il y a 100. Maintenant, à Amsterdam, pour illustrer, moi, je suis hollandaise, même si je parle l'espagnol mieux que l'hollandais, mais en Amsterdam, il y a une grande compagnie chinoise, et le fait que c'est chinoise ou pas, ça n'a rien à voir avec le point dur que je veux faire, qui a acheté 12 de grands bâtiments du vieux Amsterdam. So, it is almost the whole of Amsterdam, those. Et il y a une espèce de crise, parce que les Hollandais ont découvert, oh mon Dieu. Alors, vous savez, le fait que ces propriétés étrangères ou nationales, je ne crois pas que ça c'est l'important. L'important c'est que c'est corporate. Je ne sais pas le mot français, mais c'est très très grand, oui, des très grandes compagnies que aussi ne le vont pas nécessairement utiliser tout de suite, mais simplement veulent acheter. Alors il y a une espèce aussi de désurbanisation au centre de ces bâtiments. Les gens qui ne sont là, ce sont des vides. Pas toujours, hein, mais ça, c'est fait aussi. Alors pour moi, c'est un des grands points de discussion, de bataille aussi, et il faut vraiment faire résistance à ce modèle qui s'installe aujourd'hui dans les villes. Et la chose que m'importe de plus, c'est que la ville, c'est un espace frontière, c'est un espace où ceux sans pouvoir peuvent aussi faire une histoire. Ils peuvent faire cette histoire dans le suburbs. C'est très difficile. Alors je commence par cette argumentation. Merci. Et oui, je crois que sur le problème de l'appropriation, Jean-Louis Muscat, interpellé. Non, mais je trouve que la pensée que développe Saskia est très intéressante, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un sujet de préoccupation réelle dans la plupart des grandes métropoles, en tout cas celles qui attirent le plus les investisseurs, c'est cette bataille entre espace public et espace privé, et la conception que portent certains investisseurs d'enclaves privées à l'intérieur de la ville, condominium ou autre. Alors, qu'est-ce que nous avons fait à Paris? Alors, Paris est quand même, je dirais, un peu mieux armé que certaines villes anglo-saxonnes pour résister à cela. Mais je vais quand même donner un exemple qui, je crois, est intéressant, parce que je pense qu'une partie de la décision d'Anne Hidalgo et de moi-même de lancer cet appel à projet Réinventer Paris
s'appuie sur des éléments du type de ceux que Saskia a évoqués. Qu'est-ce que c'est que Réinventer Paris? Réinventer Paris, c'est la ville de Paris qui dit nous avons 23 sites dans Paris, certains très petits, certains très grands, certains historiques, avec des hôtels particuliers, d'autres ce sont des friches industrielles ou ferroviaires, et nous allons faire un transfert de droit, c'est-à-dire soit les vendre, soit faire un bail amphithéotique. Dans ces cas-là, les villes, elles sont tentées d'essayer d'obtenir le plus d'argent possible. Et la décision que nous avons prise, c'est d'organiser une compétition sur l'innovation urbaine en disant aux investisseurs, vous ne serez pas jugés sur le prix, vous serez jugés sur le caractère innovant et bien intégré du projet dans l'espace urbain parisien. Et donc nous avons lancé ce concours un peu à l'aveugle, c'était la première fois. C'est une nouvelle façon de faire la ville, en fin de compte, une nouvelle façon de concevoir la ville. Moi j'appelle ça des projets privés d'intérêt général. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on demande à des investisseurs privés de penser leur investissement avec, quelque part, dans l'investissement, une dimension d'intérêt général qui va apporter quelque chose aux habitants de la ville, aux riverains, et pas seulement aux gens qui vont habiter à l'endroit qu'ils sont en train d'acheter. Et la grande surprise que nous avons eue, c'est le succès de cet appel à projet. Un succès mondial et un succès d'une ampleur considérable. On pensait qu'on aurait entre 200 et 300 réponses, on en a eu 815. Il fallait financer, quoi. Il fallait dire qu'on était prêt à acheter. Et il y avait quand même des sites qui valent de l'argent. Je pense à l'immeuble Morland, par exemple, qui est un immeuble de 40 000 m², pas loin d'ici, le long de la Seine, avec une vue splendide sur tout Paris. Bon, c'est pas le genre de bien qui coûte quelques centaines de milliers d'euros. Et il y a eu surtout un enthousiasme de la part des architectes, des urbanistes, des bureaux d'études, des start-up. Dans l'appel à projet, on parlait d'agriculture urbaine, on parlait d'immeubles à énergie positive. Donc vous voyez bien, on parlait de nouveaux matériaux, on parlait de filières sèches, d'utilisation du bois pour construire, mais également on parlait d'innovation dans les usages des bâtiments, la mixité des bâtiments, la transformation des bâtiments. Et donc, si vous voulez, nous avons créé une espèce de dynamique qui a ceci de particulier que l'investisseur est obligé de penser son projet en tenant compte du reste de la ville et de tous ses habitants. Et je pense que là, on est en train d'inventer une des façons de résister aux risques que Saskia a évoqué. C'est intéressant. La réponse de Jean-Louis à Saskia pose le problème de la gouvernance. Est-ce que la gouvernance de la ville telle qu'on l'imaginait et qui semblait immuable, intemporelle, elle n'est pas en train d'évoluer? Ces lignes de frontières qui passent à des endroits que l'on n'imaginait pas avant, être à des borderlines. Toi, Edgar, par rapport à la gouvernance, quelle est ta réflexion? Comment doit-elle évoluer? Oui, tout d'abord, je dois dire que c'est surtout ma collaboratrice et compagne, Sabah Bouessalam, qui a rédigé avec moi l'article que vous avez vu, ou pas vu, mais qui a travaillé sur ces questions. Alors moi, je peux traduire ce qu'elle pense, et moi, ce que je pense aussi. Bon, il faut partir du fait que la ville, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, dont la connaissance, d'abord, relève de plusieurs disciplines ou professions. Pour connaître la ville, il ne faut pas seulement des géographes, des urbanistes, des psychologues, des sociologues, des administrateurs, je pense que toute une série de compétences scientifiques et non scientifiques sont mobilisées. Et dans le fond, nous n'avons que des connaissances parcellaires et mutilées de la ville. Donc, je pense que la gouvernance serait l'occasion de réunir pour chaque ville un comité, une commission, peu importe, un comité qui du reste serait déjà un élément, un embryon de démocratie participative, comportant évidemment toutes les compétences municipales, administratives, techniques, économiques, mais aussi évidemment des citoyens. Là aussi le problème est difficile.
Il faut penser que beaucoup des habitants des villes les plus concernés ne viennent pas. Ce sont des vieux, ce sont des jeunes, ce sont des timides, mais que donc il y a un apprentissage de la démocratie. Bon, nous avons heureusement quelques exemples qui ont commencé comme à Porto Alegre et au Brésil et ailleurs. Mais il faut commencer, faire en sorte que dans ces comités deviennent vivants et que les besoins et les aspirations de ceux qui vivent dans les villes, qui souffrent dans les villes, puissent s'exprimer. Ça, je crois que la gouvernance est à créer à partir de comités comportant des politiques, des administratifs, des municipaux, etc., etc., et surtout les citoyens. Et je pense qu'à ce moment-là, le problème, d'ailleurs qui n'est pas soluble, pourrait s'enraciner dans l'histoire des villes, et notamment le problème des citoyens, c'est que c'est eux qui vivent la déshumanisation, la peur, la crainte, l'angoisse, et que c'est eux dont la voix peut s'exprimer. Il faut penser que pendant des dizaines d'années, on a construit des logements sans jamais savoir à quoi aspiraient vraiment les gens. On les a mis dans des boîtes, et puis on était obligé de démolir tous ces HLM qu'on a construits à un moment donné. Il y a eu toute une politique erratique qui a été faite uniquement parce qu'elle était monolithique, monocentrique, parcellaire. Il faut aujourd'hui penser la complexité de la ville si on veut traiter une gouvernance de la ville. Saskia, sur la gouvernance, vous avez des réflexions également? Est-ce que la gouvernance de la ville, hein, les citoyens Oui, je crois que la question du citoyen, c'est fondamental. Et avec citoyen, je ne dis pas la notion très narrow, hein, mais citoyen, tous ceux qui habitent dans la ville. Alors, je pensais à Smart City. J'ai deux projets qui sont pour moi très intéressants. Ils sont des interventions très modestes, mais qu'ils réussissent à mobiliser les gens dans des neighborhoods, des espaces voisins modestes. Alors, c'est un projet que j'appelle Open Sourcing the Neighborhood, le open source. Alors, la notion, ça part de la notion que chaque habitant dans le voisin, comment on dit neighborhood? Voisin. Voisinage. Merci, tout le monde. Voisinage. C'est collaboratif. Chacun, oui, c'est l'open source, ils m'ont répondu. Chaque personne, la grand-mère, le petit, le homeless person, il y a beaucoup à New York de homeless, vous à Paris peut-être pas, mais chacun connaît quelque chose sur la ville qui vient à partir de ce voisinage. Alors, il faut utiliser tout ça. Alors, pour moi, c'est une espèce de open sourcing, non? Que chacun, comment on peut le faire, hein? Ce n'est pas une technologie, comment on pourrait le faire? Après, comment l'utiliser, c'est une autre chose. Mais pour moi, c'est un premier pas dans une espèce de trajectoire qui peut avancer beaucoup plus. Une fois que les gens sont ce que moi, je connais, soit une grand-mère, soit un enfant, soit sans-abri, ça, c'est un premier pas à mobiliser. C'est un projet politique aussi, pas seulement un projet d'information, n'est-ce pas? Alors ça, c'est l'autre projet que j'aime beaucoup. C'est un projet sur... c'est très modeste, encore une fois, mais encore une fois pour des voisinages pauvres et de travailleurs à basse salaire. Oui. Et c'est des applications qui facilitent de transformer le voisinage du travailleur à bas salaire, revenu, dans un espace qui supporte un social support system, un système de support social. Pas solidarité, support. Alors, pareil, alors je donne un exemple. Il y a une application qui s'appelle Emergency Nanny. Tout le monde connaît le mot nanny. J'aime beaucoup ce mot. Et ça, ce sont toutes des inventions d'étudiants de doctorat. Ce n'est pas commercial. Hein? Peut-être ça peut devenir commercial. Mais maintenant, ce n'est pas ça. Alors, l'Emergency Nanny, c'est une petite application
Et chaque travailleur peut construire ses emergency nanny, mais ce sont les gens qui sont statiques dans le voisinage. La femme qui fait le cheveu, le petit, etc., the butcher. On ne sait pas si le butcher c'est bon pour, vous savez, mais quand même. Alors, on fait la sélection. Il y a une crise de famille dans le ménage. Le travailleur à bas revenu ne peut pas simplement commencer à chercher, faire des téléphones, pas aux États-Unis quand même, c'est très très oppressif, mais elle peut faire le emergency nanny. Alors, les gens qu'ils ont choisi, chacun peut choisir ce groupe de gens, se mobilisent pour to help, pour aider. Alors, ça c'est simplement un exemple. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a un autre, par exemple, que entre dans le domaine du psychologique, etc., des hommes, c'est plutôt des hommes. Ça, c'est pour les hommes travailleurs à bas revenus. On parle de gens qui ont des vies très dures. Ils ont aussi des crises psychologiques, disons, ou comme on dit ça, psychologique, n'est-ce pas? Mais ils ne veulent pas aller à un psychologue de classe moyenne. Alors ça, c'est une espèce d'espace digital, anonyme, où ils peuvent parler dans leur langage simplement avec des autres travailleurs, pas une psychologiste, non, no shrink. Hein? Moi, j'aimerais, ça ne se passe plus que le shrink. Je ne veux pas faire offense à aucune shrink here. Mais quand même, à New York, on exagère un peu. Tous les gens ont des shrinks, c'est incroyable. Alors, mais ça, ce sont toutes des applications pour moi qui aident, mais qui mobilisent aussi. Et c'est de mobiliser. Ces notions que ce que moi je pense, ce que moi je peux faire, je ne suis pas seulement la hairdresser, je suis aussi une assistante pour assister, n'est-ce pas? Il y a toute une série de ces interventions. Et pour moi, encore une fois, c'est un premier pas dans une trajectoire. Edgar, Jean-Louis Oui, pour aller dans ce sens, sur la nécessité de ce qu'on a appelé très justement la convivialité et qui effectivement nécessite de multiplier les liens. Parce qu'on est dans une société, dans une situation qui tente à séparer, pas seulement à séparer les connaissances et les idées, mais à séparer les gens. Et par exemple, moi j'ai vécu dans une tour place d'Italie, et dans lesquelles les gens du même palier, non seulement ne se parlaient pas dans l'ascenseur, on ne se parlait pas. Or, on oublie l'importance de minimum de courtoisie. Dire bonjour à quelqu'un signifie « tu existes ». Ne pas parler à quelqu'un qu'on rencontre, ça veut dire « tu es un inexistant ». Et dire « bonjour monsieur ». D'ailleurs, on savait très bien dans le temps, quand on rencontrait quelqu'un d'inconnu, on parlait du temps qu'il fait, parce que c'est nécessaire, la reconnaissance d'autrui est un besoin fondamental. Soi-même être reconnu et reconnaître les autres. Alors, si on n'enseigne pas ça aux enfants, parce que la politesse, c'est pas d'être poli, la politesse, c'est simplement de reconnaître l'existence d'autrui. Donc, voilà quelque chose qui est capital, et tout ce qui peut nous aider à ressusciter, à régénérer, à développer la convivialité et la courtoisie est quelque chose de très important pour la vie quotidienne des urbains. Et vraiment, il faut dire que pour les travailleurs à bas revenus, ils ont besoin de plateformes d'aide, plateformes dans tous les sens, sociales, technologiques, etc. Alors, et ça commence à faire de tissus. Pour moi, aussi la salutation, ça commence à faire de tissus sociaux. Des solidarités peuvent émerger de là, parce que maintenant, quand même, il y a quand même beaucoup d'aliénation et de haine, hatred. Ça, c'est un mot fort, n'est-ce pas? Mais they are stressed out. Alors, il y a le stress. Jean-Louis, si je comprends bien, il y a des demandes de laisser les citoyens faire, mais d'aider à la municipalité de faire, pas faire à la place.
Oui, oui, non, mais je pense que tous les responsables politiques, notamment ceux qui sont des élus locaux, sont confrontés au sujet que Saskia et Edgar viennent d'évoquer, parce qu'il y a d'abord une demande de la part des habitants des grandes villes, et même des autres d'ailleurs, de participer davantage à la décision politique et au pilotage des projets. Et je dirais que les outils du XXe siècle, tous ces outils de concertation qui étaient utiles, mais qui étaient quand même des outils dans lesquels, je dirais, le politique et le technicien décidaient, et puis on allait vers les gens en leur disant « qu'est-ce que vous en pensez ?» Voilà, ce modèle-là, il est derrière nous, d'un certain point de vue. Il faut qu'on soit capable de trouver des outils beaucoup plus de co-décision et de copilotage de projets. Je crois que le numérique peut nous aider. D'ailleurs, Milad l'a dit tout à l'heure. Je pense que si jamais il y a une chose que le numérique peut nous apporter, c'est justement les plateformes de gestion de l'intelligence collective et de la participation à un très grand nombre. Vous savez, dans le jeu vidéo, on parle de jeux massivement multijoueurs. Je pense qu'on pourrait essayer d'imaginer des plateformes de participation citoyenne massivement multicitoyenne, c'est-à-dire avec 60 000, 80 000, 100 000 personnes qui puissent participer à un processus d'élaboration d'un projet collectif. Et là, le numérique peut nous apporter une aide considérable. Mais de toute façon, nous sommes confrontés à cela. Qu'est-ce que nous avons fait à Paris? Nous avons lancé le budget participatif, et à une échelle d'investissement, de prise de décision de l'investissement par les citoyens assez considérable, puisque c'est quand même un demi-milliard d'euros sur la mandature. Hein. Je pense que... Pardon? Your voice went lower. half a billion. Parce que c'est 70 millions d'euros par an, et quand on regarde, c'est le projet de budget participatif le plus ambitieux de la planète. Nous avons également lancé des plateformes de débat, notamment la plateforme ID.Paris, qui permet de discuter, par exemple, notre grand projet Smart City, notre projet Paris, ville intelligente et durable. Nous l'avons mis en discussion sur cette plateforme ID.Paris pour que les citoyens puissent l'enrichir. Nous avons lancé un certain nombre aussi de projets d'habitat participatif, cher Edgar, c'est-à-dire des projets où ce sont les futurs usagers de l'immeuble d'habitation qui conçoivent le bâtiment en lien avec les architectes, et notamment dans le projet Réinventer Paris, il y a des éléments qui sont des éléments d'habitat participatif. Et je crois que ce que vous avez dit l'un et l'autre est vraiment passionnant, parce qu'il y a effectivement la question de la gouvernance globale, et puis il y a les initiatives locales à l'échelle du voisinage. Et là aussi, ce sont des choses extrêmement importantes. Ce qu'a dit Saskia sur les enfants, par exemple, me paraît très juste. Quand nous avons lancé la rénovation de 7 places parisiennes, nous avons créé des ateliers d'enfants pour que les enfants dessinent la place qu'ils voudraient. Je pense à la place de la Bastille ou à la place des Fêtes, qui sont des places quand même extrêmement emblématiques de l'histoire de Paris. Et on se rend compte, quand on demande aux enfants comment ils conçoivent la place, qu'ils ne la conçoivent pas du tout comme des architectes ou des urbanistes, ce qui est aussi très normal. Mais justement, ils ont des idées dont certaines sont transversales, sont orthogonales par rapport à la pensée traditionnelle, et ça enrichit énormément le projet. Alors justement, sur ce projet des places parisiennes, nous allons lancer une vraie aventure, puisque nous voulons, pour la première fois, essayer de co-construire ces places avec les usagers. On va voir comment on fait. C'est pas facile d'organiser ça, mais on va essayer de voir comment on fait, et j'espère que justement la place publique qui sortira de ça sera révolutionnaire. La place publique, Saskia? Oui. Non, parce que ça, c'est aussi de premières steps. Hein? On ne sait pas exactement où ça va, mais ça, c'est très, très bien de les incorporer. Je voulais aussi demander, maintenant, on a un assez grand débat aux États-Unis sur la disintermediation, end-to-end.
Pourquoi, pour toute notre communication, il faut avoir des grands corporates. Mais j'ai compris que vous, en France, en effet, vous avez fait ça un peu, n'est-ce pas? Une espèce, on ne voit pas ça aux États-Unis beaucoup, hein? Ce sont des acteurs spéciaux. Mais c'est ça, c'est vraiment? Vous avez disintermediated. On essaye parfois de désintermédier. C'est pas toujours facile. Hein. Vous savez, on dit que dans le numérique, toute la désintermédiation produite par le numérique se traduit par de nouveaux acteurs de l'intermédiation, et donc il y a de nouveaux intermédiaires. Ça dépend vraiment du domaine dans lequel on doit intervenir. Mais c'est vrai que si jamais je regarde dans le domaine qui est le mien aujourd'hui, c'est-à-dire l'urbanisme, quand nous faisons une nouvelle zone urbaine, l'ensemble des intermédiaires, investisseurs, bureaux d'études, tous ces gens qui sont là pour acheter puis revendre, on se rend compte que ça fait monter le prix des terrains, donc ça a déjà des effets quand même assez négatifs sur la possibilité de loger les gens à des prix raisonnables. On se rend compte également que ça fait perdre du temps, et puis que peut-être que si jamais... Alors c'est ce qu'on a essayé de faire aussi d'un certain point de vue dans Réinventer Paris, puisqu'on a demandé à des équipes pluridisciplinaires de se réunir dès le départ pour proposer un projet qui soit un projet fini. Ce qui fait que quand le jury va se réunir en janvier et qu'il choisira un projet, ce projet pourra être immédiatement mis en œuvre. Alors que dans les dispositifs traditionnels, on perd énormément de temps, justement à cause de ces étapes où on va avoir une société d'aménagement qui va définir des lots, un investisseur qui va acheter le lot, qui va chercher un spécialiste de real estate pour pouvoir construire, et après ça il va y avoir un appel de candidature pour les architectes, et on voit bien que toutes ces étapes, peut-être qu'on peut réfléchir à des choses un tout petit peu plus dynamiques et un tout petit peu moins coûteuses. Edgar, tu vois, la ville est en mouvement et Paris essaye d'intégrer tous les termes qu'on a évoqués. Toi, tu penses qu'une politique de la ville cohérente, elle doit être équilibrée par une politique de la campagne cohérente également, et que les deux doivent être conçus ensemble. L'une qui fonctionnerait sans l'autre, ce serait bancal. Tout à fait. D'ailleurs, c'est la conviction qui s'exprime dans le papier qu'on a fait. Bien entendu, il faut une politique de la ville. Et du reste, je viens de lire un tweet qu'on nous envoie qui dit « pour une ville citoyenne, intelligente, éduquée », oui, et je dirais à la fois libre et communautaire, oui, oui. Mais il faut penser ceci aussi dans cette tendance à la mégapolisation qui se développe dans le monde. Et comment seront vivables ces villes énormes, ces agglomérations de 20 millions ou plus d'habitants par rapport seulement à la circulation, la pollution, etc. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui penser aussi à la démégapolisation, c'est-à-dire à favoriser des mouvements naturels pour quitter ces villes, soit pour des petites villes à taille humaine, soit pour des campagnes avec le télétravail, la volonté de beaucoup de jeunes de créer une agriculture ou un élevage fermier écologique. Alors à ce moment-là, on se rend compte qu'il faut lier une pensée politique de ville à une pensée politique de la campagne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la tendance partout, et notamment aussi en France, est le développement d'abord de l'agriculture industrialisée, monoculture, qui détruit les sols, qui est remplie de pesticides, les produits, lesquels deviennent standardisés, insipides et parfois nocifs, l'élevage industrialisé qui est pire avec ses camps de concentration pour poulets, cochons et autres, et c'est-à-dire que tout ça fait régresser l'agriculture fermière et empêche l'agriculture, l'agroécologie ou le biologique de se développer. Or, une politique des campagnes qui doit lutter contre cette désertification,
c'est pas seulement le désert de la vie, où il n'y a plus d'oiseaux, où il n'y a plus de papillons parce qu'il n'y a plus de vers de terre, mais c'est parce qu'il n'y a plus d'habitants, il y a des résidences secondaires où viennent des urbains, mais qui trouveront même pas dans ces campagnes les produits sains dont ils auront besoin. Alors, est-ce qu'il ne faut pas revitaliser profondément les campagnes? Est-ce qu'il ne faut pas favoriser, au lieu de subventionner la monoculture industrielle, l'agriculture fermière, les produits sains? Et en même temps, ce n'est pas seulement revitaliser les campagnes, c'est produire de la bonne nourriture et de l'alimentation saine pour la ville, parce que nous savons qu'aujourd'hui, qu'un des facteurs de la mauvaise santé et de nombreuses maladies vient de ce type d'alimentation industrialisée, que l'on continue impunément à favoriser la publicité des boissons sucrées et gazeuses qui donnent l'obésité aux enfants. Enfin, il y a toute une réforme profonde de la pensée qui est nécessaire, mais en même temps, nous voyons très bien les deux axes complémentaires et nous voyons très bien la double nécessité. Humaniser les villes, c'est en même temps humaniser les campagnes. Vitaliser les villes, c'est vitaliser les campagnes. C'est donner la qualité de vie urbaine, c'est donner la qualité des produits ruraux. Les problèmes de la qualité de la vie qui sont centraux aujourd'hui sont la solution de part et d'autre. Voilà donc pourquoi je réagis avec ma collaboratrice et compagne Sabah Boussalem. Nous avons réagi contre cette tendance toujours à séparer. On sépare la ville et on voit la campagne de l'autre côté d'une façon séparée. Or, ce qui est diabolique, et je dis le mot diabolique parce que diabolus signifie ce qui sépare, ce qui divise. Diabolus, ce qui est diabolique, c'est qu'on vit dans une civilisation qui tente à tout séparer. On sépare les connaissances, on sépare les gens, on sépare tout, on sépare les pensées, on calcule. Et calcul, c'est voir les humains comme des petits objets séparés. Je pense qu'il faut relier. Aujourd'hui, la nécessité est de relier les pensées, de relier les connaissances, de relier les humains, de les relier par l'amitié, par la solidarité, par la fraternité. Et ce qui est arrivé quelques instants chez nous, ici, cette solidarité nationale, ces drapeaux qui ont refleuri cette Marseillaise, eh bien, c'est quelque chose qui ne doit pas être cela d'un moment, comme a été le 11 janvier dernier, c'est quelque chose qui doit s'enraciner dans notre futur, et c'est ça qui va nous donner un futur. Sinon, nous allons vers une régression générale. Je crois que je fais le mot. Saskia, il faut dire quelque chose. Et Jean-Louis... Non, non, c'est trop bien. Je veux... Non, on finisse là. Parfait, parfait. Cette passion, oui. Absolument. Oui, oui, je crois qu'Edgar Morin a dit l'essentiel. Mais je Bon. partage parfaitement tout ce qu'il a dit. Oui, moi aussi. Bon, nous partageons tous...